Arnaud, depuis quand vous connaissez Saladin? Saladin, je le connais depuis qu'il a 12 ans et demi, 13 ans. Il est arrivé dans mon cours, il avait à peu près 13 ans, et donc il en a 25. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je le connais, ouais, que je l'entraîne. Et le Saladin qui a 12 ans, il était comment? Il était déjà, bon, c'était pas le même, hein. Il n'avait pas le même gabarit, mais il était, comment dirais, peut-être hyperactif, en tout cas très très speed pour son âge. Ouais. Et ça se manifestait ici aussi, du coup? Ça se manifestait ici, voilà, tout à fait. Il était déjà présent à tous les cours, très jeune, il n'a jamais raté un cours. Et comme on dit, il mettait du cœur à l'ouvrage, quoi. Quand il se donnait à fond dans le cadre des entraînements. Un jeune qui, alors lui, il a commencé à 11 ans, donc il a commencé un tout petit peu avant Il a de boxer. commencé avant, ouais, tout à fait. C'est pas banal de faire alors du MMA, ça s'appelait pas MMA à l'époque, mais c'était du MMA. À 11 ans, c'est presque. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était rare, mais lui, il a commencé tout de suite par le MMA. Moi, je sais qu'à mon cours, il était un peu intensif, je ne prenais pas les jeunes avant 15-16 ans. Et Hatch, il est venu me voir et m'a dit, écoute, il y a un petit là, il faut que tu t'en occupes. C'est intéressant déjà ce qu'il propose. Donc je l'ai pris au début à contre-cœur parce que je le trouvais trop jeune, quoi. Et en fin de compte, j'ai pas regretté. J'ai pas regretté, il a été tout de suite volontaire, on va dire. Ouais, alors volontaire, ça se manifeste comment? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il arrivait à rivaliser, il avait 13 ans et demi, il rivalisait avec des jeunes de 15, 16, 17 ans. Et comme on dit, il leur donnait du fil à retordre. C'était déjà un combattant voilà, par contre, qui refusait pas la douleur, Voilà. ce genre de choses en fait, c'était Voilà, ça? tout à fait, qui refusait pas la douleur, qui, quand on les emmenait en compétition avec Hatch, quand il avait 13 ans et demi, 14 ans, bah déjà il gagnait toutes ses compétitions chez les jeunes, il s'entraînait plus que les autres, en tout cas, il mettait vraiment, vraiment du cœur à l'ouvrage, quoi. Il était très, très volontaire, très, très volontaire. On l'emmenait en compétition, ça se passait très bien, déjà étant jeune. Et on voyait qu'il y avait un gros potentiel, qu'il fallait passer l'adolescence pour savoir si ça allait durer, tout simplement. Euh, Vous avez une anecdote sur un de ses premiers cours, une des premières séances, comment c'était au tout début? Des anecdotes, les premiers cours, non, mais j'ai des anecdotes quand il a 14 ans et demi, et il fait des guerres en boxe, comme on dit, des guerres, des gros sparring avec des personnes de 17, 18, 19, voire 20 ans, et qui venaient me voir à la fin du cours, qui me disaient, on en a marre du petit, on va le taper. Je dis, bah allez-y, tapez-le, mais ça devient compliqué de le taper. Donc il y avait déjà des adultes qui commençaient à le prendre en grippe parce que c'était un gremlins, quoi, il ne les lâchait pas. Beaucoup de Gremlins. C'est vrai, c'est vraiment le mot. Euh, S'il y avait trois adjectifs pour déterminer, enfin pour qualifier Saladin là maintenant, ce serait quoi les trois mots qui vous viennent à l'esprit? Euh, Travailleur, déterminé et travailleur. Voilà. Il n'y en a pas mille, lui, c'est le travail, le travail, le travail. Il est dans un train, il ne regarde pas ce qui est à gauche ni à droite, il avance et il bosse plus que les autres, tout simplement. Il y a un talent malgré tout. Je pense qu'il y a un talent et des qualités intrinsèques, sûrement, parce que physiquement, il est très impressionnant. Mais beaucoup pensent que c'est un doué, voire un surdoué, alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment quelqu'un qui, en termes de charge de travail, est très au-dessus de la moyenne. Mais vraiment très au-dessus de la moyenne. On va y revenir un petit peu après. Je reste sur un petit peu les débuts et sa personnalité. Il était introverti déjà, non? Enfin, ça a toujours été un peu comme ça. En tout cas, sur les Beaucoup plus introverti que maintenant. Moi, je sais que c'est un jeune, pendant 2-3 ans, je l'ai entraîné quand il était vraiment très jeune. J'entendais jamais le son de sa voix, quoi, à part au revoir coach, bonjour coach. C'était pas quelqu'un, même s'il était très speed pendant la séance, c'était pas quelqu'un d'extravagant du tout, du tout. on sent que c'était quelqu'un qui venait d'une famille voilà, éduquée. Il était quelqu'un. Ah oui, il y a sa maman, même son papa, mais je sais que sa maman les a bien éduqués, a été dur avec eux par moments, quoi. Et heureusement, parce que
Le fait est que l'environnement Aubervilliers est compliqué et que faut pas lâcher de l'est pour les parents, sinon ça devient dur. Ça a été pour lui une échappatoire pour pas mal tourner le sport. Je sais pas mal tourner parce que vu qu'il est travailleur dans le sport, il aurait peut-être été travailleur dans la vie de tous les jours ou dans la vie active, donc mal tourner, pas forcément, mais je pense que le sport lui a énormément apporté par rapport à son bien-être, quoi, à sa stabilité. On nous dit que c'est un amoureux de son sport. Dès le plus jeune âge, c'est quelque chose que vous avez senti? Tout à fait, ouais. Il est amoureux du sport, il est amoureux de la dureté du sport surtout. Il est amoureux de s'entraîner 2 fois par jour depuis qu'il est tout jeune en réalité, parce que même quand il était au collège et au lycée, dès qu'il y avait des vacances scolaires, il s'entraînait 2, 3 fois par jour, lui. Quand ses copains allaient au cinéma, ben non, lui il était à la salle, quoi qu'il arrive. Ça, vous l'avez vu, vous? Moi je l'ai toujours connu à la salle, lui. La salle, c'est comme une MJC pour lui. On arrivait, des fois il faisait moi j'arrivais, des fois il faisait des tractions, des fois il faisait du cardio, des fois il faisait de la boxe, des fois du SAG. Mais j'ai toujours connu Saladin à la salle, moi. Mais vraiment intensément. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut freiner, il faut le protéger quelque part de lui-même parce qu'il va pousser trop loin? Alors là, après, on arrive dans un autre domaine. On arrive sur l'entraînement d'un athlète de haut niveau, comme on dit, la planification. Et moi, c'est la chose la plus importante que je fais avec lui. C'est, comme on dit, tenir les rênes. Parce qu'il a tendance à trop s'entraîner, ce qui est une qualité, un défaut après à un certain niveau. Et surtout de mettre trop d'intensité des fois à tous ses entraînements. Et après, on est plus assujetti à la blessure. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais on se connaît, il sait quand on lui dit stop, faut stopper, il sait quand on lui dit accélère, il va accélérer, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux ça, à choisir, vaut mieux ça qu'un athlète qu'il faut pousser à s'entraîner? C'est quoi? Bah, ça, il n'y a même pas à réfléchir. C'est le rêve de tout entraîneur, c'est d'avoir un athlète comme Saladin. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment, c'est-à-dire plus le moment sera précis, mieux ça sera pour nous, à quel moment vous êtes dit, lui, il a quelque chose, il peut être un champion? Moi, je l'ai décelé assez jeune quand même, hein. Je me rappelle, on était parti en Belgique, il avait fait une compétition de MMA, il devait avoir 15-16 ans, ça n'existait pas en France. Il avait surclassé son adversaire, il avait été agressif, il avait un gros cardio, il était complet et tout le monde les entraîneurs étaient venus me voir et m'avaient dit c'est quoi ce petit là que tu nous as ramené? Et il avait déjà fait une énorme prestation très jeune. Et après, tous les combats, il s'améliorait. Donc moi, j'ai très vite compris qu'il y avait un talent, il y avait quelque chose à faire. On sait que son papa était un fan d'arts martiaux, de combat, etc. Et il est venu lors de ses premiers combats, il était là, vous l'avez vu un petit peu? Non, moi je l'ai pas. Non, il n'était pas. Non, on l'a pas vu. Malheureusement, on l'a pas vu. Il suivait ses exploits, mais malheureusement, non, on n'a pas eu cette chance. Parce que je sais qu'il a vu quelques-uns de ses matchs, tout à fait. Ses premiers matchs, il les a vus, mais moi, j'ai pas eu l'honneur. Okay. Parlons de son style, voilà. Salah, le combattant professionnel, si vous deviez le définir, voilà, c'est quoi, il est complet, c'est quoi ses points forts, dites-nous un petit peu. Je pense que en MMA, c'est un peu le combattant, on va pas dire ultime, mais qui n'a pas de carence. C'est-à-dire fort en grappling, fort en lutte, fort en boxe, et fort surtout sur les transitions, c'est-à-dire passer de la boxe à la lutte, de la lutte au ground and pound et du ground and pound à la soumission. Il y a très très peu de Français qui arrivent à faire cet enchaînement. Lui, il le fait. On l'a encore vu sur ses derniers combats. Il boxe, il touche. Une fois qu'il touche, il ramène au sol. Il frappe son adversaire. Et une fois que son adversaire en a marre, il le soumet. Ça, c'est vraiment le MMA ultime. Lui, il le fait depuis très jeune. Donc, c'est un pur combattant de MMA. Bien qu'il ait un niveau... dans mon domaine, dans le striking, la boxe, il a un niveau incroyable. C'est-à-dire que je pourrais le mettre en compétition, en combat à très très haut niveau, en anglaise ou en pied-point, il performerait pareil. Il aurait les mêmes résultats qu'en MMA. On sait que l'anglaise, c'est une discipline qu'il adore, même à regarder. Voilà, c'est un fan d'anglaise. Il va vite de bras, donc il a des facilités, des prédispositions. Il est explosif, il a un bon timing. Il prend peu de coups aussi, c'est très important en anglaise. Et puis il est intelligent, quoi. Il remise, il esquive, il feinte. C'est un combattant en anglaise qui est dur à manœuvrer, hein, parce que il y a pas mal d'entraîneurs maintenant du milieu de la boxe anglaise qui nous le demandent en sparring quand ils préparent des combats, quoi.
Alors quand on vous écoute, on a l'impression qu'il est quasi, enfin, qu'il est peut-être à son prime. Malgré tout, qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qu'il peut encore améliorer? Non, pour moi, il est loin d'être à son prime. Il est fort, mais non, non, moi je compte, moi dans mon domaine après, hein, je parle de la partie boxe, l'amener beaucoup plus haut. C'est-à-dire l'amener sur un travail qu'on appelle technico-tactique par rapport à l'adversaire. Bon, c'est compliqué, mais c'est juste la technique au service de la tactique. Et l'emmener sur des stratégies où il va faire, son niveau va être tel qu'il va faire tomber son adversaire dans tous les pièges à un moment, à un instant T, à un moment précis, c'est-à-dire le faire déclencher, le feinter, l'amener dans des pièges que seul lui va contrôler dans le combat. Et c'est ça le boxeur ultime, c'est ça. C'est au moment où lui il a décidé de rendre fou l'adversaire. Voilà, ne pas subir et surtout sans prendre de coups. Voilà, donc moi ça a toujours été ma politique. J'aime pas quand les boxeurs ils prennent deux coups. Et lui, il n'en prend pas, comme il y en a peu dans la Hatch Academy qui en prennent beaucoup en combat. Est-ce que c'est une éponge? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'apprentissage en fait Alors il a une grande capacité d'apprentissage sur les techniques ou les choses où il va prendre du plaisir. S'il ne prend pas de plaisir, il n'a aucune capacité d'apprentissage. Et il va falloir que même sur le travail technique, on le mette quand même dans le rouge, ou alors on lui fasse quand même un travail où il va se dépenser, parce que travailler que la technique, il n'aime pas ça. Il faut qu'il travaille la technique dans une globalité où aussi il va faire une séance où il va forcer, sinon ça le saoule rapidement. Il a besoin d'être, comme on dit, dans le dur, même quand il travaille la technique. En fait, c'est une pile nucléaire, quoi. Il faut tout. Voilà, tout à fait. Même moi, en tant qu'entraîneur, j'ai dû m'adapter au niveau de la méthodologie de l'entraînement pour lui faire assimiler des choses sans qu'il s'en rende compte, ou en même temps en travaillant son cardio. Voilà. On parle souvent de son intelligence de combat. C'est quelque chose que vous confirmez, vous constatez? Ouais, voilà, moi, je trouve que en MMA, il est vraiment au-dessus du lot au niveau de l'intelligence de combat. Il prend très peu de coups, il peut gagner au sol, il peut gagner debout. Moi, je viens d'une école où les sports de combat, c'est mettre des coups sans en prendre. Et il a adhéré à mon école, et il a cette finalité de gagner ses combats sans prendre de coups. Et lui, il me le dit toujours, moi, j'aime pas les coups, je veux en prendre le moins possible. D'un point de vue du grand public, il a souvent été présenté comme le Mbappé du MMA. Alors déjà, vous pensez quoi cette comparaison? Et c'est lié à quoi? À la précocité des résultats, par exemple? Je pense à la précocité des résultats, et puis aussi un peu à leur physique un peu, je ne veux pas dire similaire, mais c'est vrai que Mbappé, à une période, on le surnommait un peu le prodige. Il y a eu la Coupe du Monde qu'il a lancée. Saladin a fait des combats exceptionnels à cette période-là, donc les médias l'ont surnommé le Mbappé du MMA. Après, bon, c'est plus la com, ça, moi, je fais pas trop attention à ça. Mais c'est flatteur malgré tout, non? Bien sûr, c'est flatteur. Après, c'est les journalistes qui le disent. Bon, il y a pas mal d'entraîneurs aussi que je côtoie qui pensent que ouais, c'est un prodige, c'est vrai. Un petit mot sur Hatch, parce que dans le film, on va forcément aussi parler Bien d'une sûr. relation très forte. Bien sûr. Qui c'est, Stéphane? C'est la personne qui a créé la Hatch Academy, la personne qui a mis tous ces gamins au sport et qui les a éduqués, parce qu'il les voyait H24 à la salle. Il les a vus grandir. Il y en a qui ont mal tourné, malheureusement. Il y en a qui sont devenus des hommes. Il y en a qui ont bien tourné. Il y en a qui ont ouvert des sociétés. Il y en a qui sont devenus des athlètes de haut niveau, comme Saladin Parnasse, comme Fabakary Diatta qui est au Bellator, qui sont vraiment des jeunes qu'on a vu grandir. Et c'est vrai que Hatch a une relation pas fusionnelle, mais voilà, c'est un peu comme moi. C'est des mômes qu'on voit grandir, ils font partie de la famille, quoi. À un moment, il y a énormément d'affectifs avec eux. Ils ont grandi ensemble, c'est devenu des jeunes hommes, des hommes pour certains, des pères de famille, donc c'est des belles histoires, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont une relation particulière avec Hatch. Et là, je parle d'un point de vue vraiment sportif et business. Hatch, dans le paysage du MMA français, c'est quelqu'un de très important. Vous pouvez nous dire un petit peu En réalité, ça a été la personne qui a lancé toutes les stars françaises dans ce sport-là, hein.
de Francis Ngannou à Michael Lebou, à Mansour Barnaoui, ils sont tous passés entre ses mains et entre ses organisations. Donc, à un moment, dans le milieu du MMA, il y a des gens qui se mettent en avant, mais ils ne lui arrivent pas à la cheville, quoi. Ils n'ont pas fait tout ce travail pédagogique et sur le long terme, parce que lui, à Aubervilliers, c'est sur le long terme avec les jeunes, quoi. Parce que ça fait 20, 25 ans qu'il est dans le milieu associatif sur Aubert. Donc à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César, tout simplement. Ils sont tous passés ici, en fait. Tous les champions français sont passés par ces organisations, sans exception. Tous. Il y en a, à part un fait exceptionnel, mais à l'époque, on était obligé de passer soit par le Contender, soit par le 100% Fight, qui étaient ces organisations. Donc c'était la meilleure agence de recrutement du MMA français au niveau international. Et on sait que Saladin, il a grandi, il a baigné là-dedans, il les a vus, ça, forcément ça a compté. Bien sûr, Saladin, la première des choses qu'il voulait, c'est à 18 ans avoir la ceinture des Contenders, à 19 du 100% Fight. Donc il a fait les 2 tournois, il les a arrachés comme d'habitude, et puis voilà, au moins, il s'est dit moi aussi, parce qu'il voyait tous les grands de la Hatch Academy qu'il avait fait, donc il avait un peu envie de leur ressembler, ce qui est normal. Hatch, il gère la carrière de Salah, il l'aide, il est là depuis le début, avec beaucoup de maîtrise. Des fois, on se dit peut-être même trop prudent. Vous comprenez? Non, c'est pas trop prudent. Il y a des choix. Quand on a une tête pépite, on se dit. Voilà, non, il y a des choix de management qui ont été faits, des choix de carrière qui ont été validés par toute la team et par Saladin en premier. Donc il y a des athlètes qui vont chercher l'exposition et certaines organisations pour vraiment atteindre le summum rapidement. Et il y en a d'autres qui construisent une carrière et qui se mettent à l'abri financièrement avant d'aller chercher les cimes, on va dire, le sommet. Mais de nos jours, toutes les grosses organisations, très grosses, sont intéressantes. Il n'y en a pas qu'une, hein, c'est pas vrai. Hein. Aussi bien le Bellator que l'UFC, que le KSW, que le PFL. Faut arrêter. Il n'y a plus les génomies d'avant. Et encore, j'oublie le One. Voilà, maintenant, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il y a des organisations qui respectent vraiment les athlètes. C'est-à-dire que quand on va chez eux, on est mis en avant, ils donnent des salaires conséquents, parce que ça compte aussi pour un jeune de construire son après-carrière, et ils le respectent. Donc des fois, il y en a qui préfèrent aller sur des organisations un peu moins connues, mais en vivre. Et comme on peut dire, capitaliser sur l'avenir. Voilà. Est-ce que Saladin Parnasse est actuellement le meilleur combattant de MMA français? Après, je suis son entraîneur, bien sûr que je vais dire oui. Il y en a d'autres qui vont dire c'est Mansour, d'autres qui vont dire... Mais sincèrement, demandez à tous les Français avec qui il a tourné, de son poids ou un peu plus ou un peu moins, ils vous le diront eux-mêmes. Tous, sans exception. Voilà. Moi, même s'il n'a pas fait un super combat, je mettais Mansour vraiment avec lui. S'il n'a pas fait un super combat ce week-end, mais je pense que Saladin est au-dessus du lot techniquement, sur l'intelligence de combat et sur le peu de coups qu'il a pris durant sa carrière avec le nombre de combats qu'il a fait. Parce que n'oublions pas qu'il a 17-1. Il a gagné 17 fois, il a perdu une fois. Et à 25 ans, il n'y a pas un Français qui l'avait fait avant. Et il est dans une des catégories les plus fournies au niveau MMA, quoi. Il y en a, ils sont en poids lourd, c'est pas le même plan de carrière, pas du tout. S'il y avait un combat de rêve, ça serait Saladin contre qui? Alors moi, le combat de rêve que j'aimerais voir, alors actuellement, ça serait Saladin Makhachev, parce que c'est lui qui a le vent en poupe, qui est actuellement le plus connu. Mais sinon, un combat que j'aimerais voir, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup regarder, que je trouve très esthétique et un grand guerrier. Pour moi, ce que j'aimerais le plus voir face à Saladin, c'est Poirier. Voilà. Parce que j'aime le combattant, j'aime son style, et je sais que les deux, ce serait une guerre, il y aurait des sacrés pétards, comme on dit, entre les deux. Des sacrés golden. Il a une défaite à son palmarès, dans des circonstances voilà, étranges, mais il a perdu, pour moi, il a perdu. Comment ça s'est passé l'après-défaite? Comment il était après? Très déçu, mais on a tout de suite rebondi. On est tout de suite passé à autre chose, on s'est remis énormément au travail, voire plus.
Il ne l'a pas digéré au début, il a mis 1 ou 2 combats à la digérer, et après il est passé à autre chose. Et pour information, il a une défaite contre Daniel Torres, qu'il a battu par la suite, et qui vient d'être contrôlé au PFL positif, au contrôle antidopage. Donc peut-être que quand on l'a rencontré, il avait un peu de nucléaire dans le sang, on va dire. Mais là, il vient de sauter de l'organisation. Ça, c'est malheureusement une des bémols qui est mis aussi souvent sur les athlètes qu'on va affronter dans ces ligues-là, c'est que la propreté, on ne sait pas qui en affronte. Ici, on est contrôlé, pas toujours. Alors en France, faut pas croire, en France, on est énormément contrôlé parce que même au 100% Fight, l'agence française antidopage est venue un paquet de fois. Nous, je sais qu'ils ont contrôlé énormément de nos athlètes à la Hatch Academy. Moi, je suis pour un maximum de contrôle, inopiné, pas inopiné. Moi, c'est même mon rêve qu'il y ait des contrôles avant tous les événements étrangers ou nationaux ou internationaux, chose qui ne peut pas exister. Mais après, ça, c'est des sujets qui sont tellement compliqués que on peut être amené à côtoyer un athlète qui se dope en cachette, quoi. Voilà, bon, avec Saladin, je suis pas trop inquiet. Il est dans le dopage culinaire, lui, quand il se dope. C'est plus gastronomique. Un mot sur le combat qui arrive. C'est un combat. Est-ce que c'est le combat le plus important de sa carrière ou un des plus forcément, mais est-ce que c'est le plus important? Alors pour moi, c'est le plus important de sa carrière parce que tout simplement, il sera dans un stade de foot de 65 000 ou 70 000 personnes. Donc c'est pas l'endroit pour se rater. Ce serait plus sympa de le gagner, celui-là. Et puis parce qu'il prend un combattant très intelligent, très tacticien, qui minimise les risques lui aussi. Donc ça va être un combat où il va falloir peut-être que Saladin ne fasse pas du Saladin et change un peu de registre. Et gagne avec la manière, voilà. C'est un combattant que je respecte énormément, lui. Et comme ça sera le vrai champion 66-70 du KSW. Et il prendra encore une autre aura au niveau international, voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas le public polonais et le KSW, c'est une ambiance de folie, c'est énorme en fait là-bas. Hein. Moi je le dis à chaque fois qu'on me le demande, quand ils font leurs gros événements, parce qu'ils font un événement petit, un gros événement tous les mois, c'est invraisemblable. C'est des salles pleines, c'est des sons, des jeux de lumière et des sons incroyables. C'est un public de connaisseurs. La moindre personne dans le public sait ce que c'est un juji, sait ce que c'est une guillotine. Et puis c'est des fans. Et au sein de cette franchise, Saladin, c'est une star. Donc c'est comme s'il y a une équipe de foot. Saladin fait partie de l'avant-centre des meneurs de jeu. Donc c'est quelqu'un d'important dans cette ligue. Donc ils ont un respect incommensurable pour lui et vraiment ils le respectent. Comment il a gagné ce respect? En tapant les Polonais. C'est parce qu'il les a tous tapés à la suite, qu'ils nous en ont mis un plus fort, et puis un plus fort, et puis un plus fort. Et là où vraiment ils se sont rendus compte de son niveau, c'est quand il a tapé Buchinger, qui avait été champion du Cage Warrior, qui avait eu la ceinture au M1 en Russie, chose que personne n'arrive à avoir, et qui était très réputé dans les pays de l'Est. Et il lui avait donné une leçon pendant 5 rounds. Et là, le KSW s'est vraiment rendu compte de son niveau. Mais en priorité, c'est parce qu'il a tapé les locaux, hein, tout simplement. Voilà. Il a forcé le respect. Il a forcé le respect, il a tapé tous les locaux. Au début, on voyait dans leurs yeux qu'ils ne nous appréciaient pas trop. Et maintenant, même les locaux, ils l'adorent. Vous avez dit juste avant, pour ce combat, il faudra peut-être qu'il sorte un peu de son registre. Alors je sais que vous ne pouvez pas nous révéler les game plans, etc. Mais malgré tout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut être moins prudent? Ça veut dire que non, pas moins prudent, il faut s'adapter à l'adversaire. Comme je dis toujours, moi, après je pars dans mon domaine, la boxe, ouais. Chaque adversaire différent. Lui, il a un style qui est propre à lui. Donc il va falloir qu'on fasse en sorte de le sortir de son confort et de le mettre dans le dur. Mais Saladin, il a les armes pour lui faire mal. Mais ça sera un combat où, tactiquement, il va falloir on va dire le commencer différemment. Voilà. 2 questions rapides pour finir. Il y a un très bon combattant, Gamrot, qui est passé par le KSW avant de filer à l'UFC. Est-ce que c'est un profil de carrière qui peut correspondre à Saladin? Alors moi, je ne m'occupe pas du management, on en parle, je donne mon avis. Oui, ça peut être faisable.
Après, c'est contractuel. Faut que l'UFC propose des choses intéressantes. Il n'y a pas que l'UFC, il y a le ONE FC, il y a le Bellator. Toutes les organisations le veulent. Il faut appeler un chat un chat. Donc, il faut les mettre en concurrence. Après, c'est du business. Il y a des managers qui s'en occupent, il y a des gens compétents. Et moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais sportivement, c'est cohérent? Sportivement, c'est cohérent. Après, si on me propose sur 12 ou 18 mois une ceinture du Bellator, moi, je trouve ça cohérent aussi. Si on me propose des gros combats au One contre... Tout est cohérent. Il faut juste que les propositions et le plan de carrière et surtout on va dire ce qu'on doit faire sur les 18 mois soit écrit noir sur blanc, c'est tout. Et enfin, pour finir, d'après vous, quel est son moteur personnel? Tous les matins, qu'est-ce qu'il fait? Son moteur, c'est le sport. Puis c'est un hyperactif. Il faut qu'il s'entraîne 2 fois par jour minimum. Son moteur. De la compétition, c'est au-dessus de l'argent, c'est tout ça? Non, son moteur, c'est qu'il veut être le numéro 1 mondial. Donc, il fera tout en sorte pour l'être. Il mettra tous les paramètres en dehors du sport, tous les paramètres satellites au sport de côté qui peuvent lui nuire. Et il veut avancer, lui. Ce qui se passe à gauche et à droite, ça ne l'intéresse pas. Il veut s'entraîner, être le numéro 1. Aussi bien à la salle, aussi bien en sparring, aussi bien en footing. Il faut toujours qu'il soit devant. Donc c'est ce qui le définit pour se lever tous les matins. Il y a un mot, pour finir, qui aurait pu le définir peut-être aussi, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est la loyauté. C'est quelqu'un qui est resté là, qui est fidèle à... Après, voilà, voilà. Champions qui sont passés, qui sont partis. C'est la vérité, lui, il a été loyal. Maintenant, il faut savoir qu'il a grandi au bout de la rue, là. Hein. Non, mais c'est vrai, il a grandi au bout de la rue. Et puis, à un moment, il a vu ce que la Hatch Academy lui a apporté, sur le plan professionnel, sur le plan de l'équilibre, sur le plan familial aussi. Donc, à mon avis, vu qu'il est loin d'être bête, il a pesé le pour et le contre. Et, des fois, vous savez, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Nous, on a connu des athlètes ici qui sont partis. C'est pas toujours bien passé pour eux.